Alors, bienvenue dans le sommet Chemin de liberté, marcher vers soi et vers les autres. 5 jours de conférences, 5 jours de chemin transformateur énergétique en compagnie de conférencières et conférenciers qui ont choisi de partager leur propre chemin, leur propre vision pour participer à l'expansion du monde. Je suis Hélène, je suis accompagnatrice en montagne et professeure de yoga et j'aide des hommes et des femmes à reconnecter avec leur être profond, à reconnecter avec la nature grâce à la marche et grâce au yoga. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Sylvie de Radio Camino. Donc Sylvie, tu es pèlerine. Tu es pèlerine de multitude de chemins de pèlerinage. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, Assise, Rome. Et donc tout à l'heure, quand on préparait, tu m'as dit, mais je ne suis pas marcheuse, je suis pèlerine, c'est ça. Tout à fait, c'est bien me décrire, oui. Donc, donc pendant 10-15 ans à peu près, tu as beaucoup marché sur les chemins de pèlerinage. Tout à fait. Euh, et aujourd'hui, tu me disais que peut-être tu étais sur une fin un petit peu, que maintenant tu allais peut-être un peu moins marcher parce que ces chemins t'ont mené jusque là où tu devais aller. On peut peut-être dire ça. Et donc moi, alors je sais pas, est-ce que tu veux compléter déjà sur ta présentation, sur qui tu es? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses par rapport à ça, par Mhm. rapport à ce que j'ai dit de toi? Bah, écoute, en tout cas, déjà, merci de me permettre de contribuer à reconnecter les personnes à elles-mêmes et bravo pour ce projet qui Merci. m'enthousiasme totalement. Donc voilà, je suis vraiment très très flattée d'être parmi tes invités. J'espère être à la hauteur des conférenciers, des conférencières qui passeront ici. Et je dirais oui, j'ai beaucoup cheminé grâce au chemin au pluriel, hein, au chemin où j'ai posé mes sandales à travers la France plusieurs fois et d'autres coins d'Europe, alors aussi même à vélo. Et voilà, jusqu'au moment où je me suis dit, ben, voilà, on continue à cheminer, mais peut-être qu'il n'y a plus besoin de partir 3 mois à la dure avec un sac Mm. à dos, même si j'adore ça. Et je suis là dans un moment de vie où je vais plus maintenant chercher un ancrage et me poser Mm. après toutes ces années de nomadisme et d'ultra-légèreté dans la démarche. Mais voilà, riche de tout ce que j'ai reçu et mon envie maintenant, c'est de partager tout ça, Mm. d'aider les personnes qui hésitent encore à faire ce premier pas sur le chemin, à vaincre un petit peu les résistances, les peurs, les choses qui paraissent insurmontables et de dire, ben, vous savez, si, il y a moyen de passer au-dessus et mettez-vous en chemin. Donc là, aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place ici parce que ça répond complètement à cette envie de Mm. rendre tout ce que j'ai reçu grâce au chemin. Et si ça peut en inspirer quelques-uns, quelques-unes, ben, je serais Mm. ravie. Ah ouais, c'est super. Et alors, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce qui t'a mis en chemin? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur les chemins et sur les chemins. Alors, déjà, on peut dire sur les chemins. Oui. Mhm. Alors, le point de départ, c'est quand même Compostelle. Mhm. En 2008, j'ai vécu deux événements vraiment très violents et secouants dans ma vie. Le 8 août, j'ai appris que ma maman avait un cancer du poumon in- inopérable et que voilà, les médecins lui donnaient environ 3 mois de vie. Et le 28 août, donc 20 jours plus tard, mon papa s'est tué en parapente en Mhm. Savoie. Et ben voilà. Et entre les deux, en fait, il y a eu un moment où on a quand même pris quelques vacances en famille et on s'est retrouvés par hasard, mais vraiment par hasard, au Puy-en-Velay, que je ne Mhm. connaissais pas du tout. C'est en ouvrant le guide Michelin, j'ai vu qu'il y avait un truc avec 3 étoiles. Je me suis dit, allez, on va aller voir ça. Et je suis rentrée dans cette cathédrale extraordinaire construite sur ce piton volcanique par ces escaliers où on arrive au milieu du chœur et on se retrouve face à la Vierge Noire. Mhm. Je ne connaissais pas, je connaissais rien, mais cet endroit m'a complètement Mhm. happée et j'ai été déposée au pied de ce sanctuaire
une espèce de prière de la dernière chance, mais même pas une prière, un peu, j'ai déposé mon fardeau de vie, en fait, vraiment en disant, non, là, écoutez, cette histoire de ma mère, c'est trop pour moi, je ne peux pas porter tout ça, faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais faites quelque chose. Et j'ai juste déposé ça. Et, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les événements qui ont suivi ont été très bousculants, puisque mon papa s'est tué. Bon, voilà, il était quand même champion de parapente, donc c'était pas prévu et c'était un peu violent. Et quelques jours après l'enterrement, ma maman m'annonce que la tumeur avait complètement disparu. Et donc ça a été deux chocs, enfin 3 chocs, hein, on va dire, l'annonce de la maladie, le décès, la guérison, où je me suis sentie mais dans une espèce de tourbillon là, de vie, et où je me suis dit il faut que j'aille dire merci, parce que quelque part, il y a un truc qui s'est passé que je ne comprends pas, mais je sentais vraiment que je devais aller dire merci. Alors, derrière la Vierge Noire du Puy-en-Velay, quand on se retourne, on a la statue de Saint-Jacques, et j'avais déposé un petit papier avec une intention de prière dans cette urne, en me disant, bon, peut-être que quelqu'un la prendra, et voilà. Je n'étais pas spécialement non plus pratiquante, ou, tu vois, je faisais ça un peu, voilà, en suivant mon cœur. Mais c'était une évidence. Quand ma maman m'a téléphoné, j'étais rue Saint-Jacques, ça ne s'invente pas. Non, c'est trop. Et quand je suis, enfin, juste à côté de là où j'étais, il y avait une librairie de voyage où je suis rentrée directement. Je dis, monsieur, je voudrais bien tous les guides du Puy-en-Velay à Saint-Jacques. Je me suis retrouvée avec une pile de topo guides. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le soir, en rentrant chercher ma fille qui avait 10 mois chez sa nounou, je tombe sur une coquille Saint-Jacques à Namur, à Marche-les-Dames, à côté de Namur. Je lui dis, mais c'est quoi ce truc sur un poteau? Et je n'avais aucune idée qu'il y avait des chemins de Compostelle en Belgique. En fait, le chemin passe par mon village. Du coup, le lendemain, j'ai suivi ces coquilles. Je suis retournée dans la librairie. Je dis, mais monsieur, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait un chemin dans mon village? Il me dit, bah, si, madame, voilà encore 2 topo guides. Comme ça, vous commencez à Aix-la-Chapelle, vous allez jusque Namur, puis de Namur à Vézelay, et puis vous suivrez. Alors, je dis, bon, ok, je suis repartie avec tous mes bouquins. Et pendant les 6 années qui ont suivi, j'ai arpenté tous ces chemins en prenant d'abord le chemin qui partait de chez moi par petits morceaux, parce que bon, j'avais ce bébé que j'allaitais en plus, donc je n'avais pas vraiment de possibilité de partir longtemps. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'un jour tu partes vers Vézelay. Et puis l'été suivant, je suis partie. Et puis l'été suivant, je suis allée un peu plus loin. Et puis après 3 étés, je suis arrivée au pied des Pyrénées. Et puis là, je me suis dit, oh, mais il n'y a plus que 700 km, mais moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à arriver si vite à Compostelle. Et j'ai repris alors le chemin en Suisse, à Genève. Et donc, j'ai pu suivre le chemin, le GR65 qui passe par le Puy-en-Velay. Et donc, je suis arrivée au Puy-en-Velay en passant d'abord par l'endroit où mon papa était décédé. Donc, j'ai pu aller quand même dire à mon papa tout ce que je n'avais pas pu lui dire, puisqu'il est parti un peu un peu vite. Ouais. Et puis aller remercier ce lieu du Puy-en-Velay pour ce qui s'y était passé. Et ensuite reprendre le chemin jusqu'aux Pyrénées à nouveau. Et puis enfin finaliser par le chemin d'Espagne. Et ça a été donc 6 années de cheminement. Et quand je suis arrivée à Compostelle, je pense que vraiment là, j'étais prête à arriver. Et j'avais accompli ce vœu d'aller remercier, mais aussi moi, ce chemin m'a énormément apporté. Il m'a permis de faire le deuil, il m'a permis de pardonner des choses, il m'a appris à dépasser des peurs, il m'a appris des choses sur moi, il m'a appris à un peu cerner quelle était ma spiritualité, quelles étaient mes attaches aussi au niveau de mes valeurs de vie. Donc ça a été, en fait, ça a été 6 chemins, chaque fois de 40 jours, qui m'ont amené jusqu'au Compostelle. Donc ça fait presque 9 mois. Hein, donc j'ai pris beaucoup. Tu as pris les chemins de traverse un petit peu. Toujours. J'ai horreur de louper un chemin. Donc quand il y a une variante, généralement, je prends la variante, mais après, je viens quand même faire l'autre chemin pour voir si c'était pas. Et donc, je voulais vraiment arriver quand j'étais prête. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée qu'une fois à Compostelle, mais vraiment, cette fois-là, c'était juste, c'était le moment, c'était bien. Et puis, pour refermer la boucle, parce que ça, pour moi, c'était important aussi, la coquille Saint-Jacques, il y a 2 morceaux, hein. On monte toujours une partie, mais en fait, pour moi, il fallait aussi clôturer ce chemin en revenant à pied. Je me suis dit, tant qu'à faire, hein, la 7e année, pourquoi pas revenir?
Et donc, c'est ce que j'ai fait. La 7e année, en 2015, je suis partie de Compostelle. Et là, j'ai marché à contre-courant de tous les pèlerins. Et mon envie, c'était de rendre un peu tout ce que j'avais reçu. On reçoit beaucoup de cadeaux de gens très gentils. On découvre aussi que le monde est quand même bienveillant et que ben voilà, ce sont quand même des expériences super positives pour reprendre confiance en soi, mais aussi dans l'humanité. Et donc, j'avais envie de rendre tout ce que j'avais reçu. Je me suis dit, comment est-ce que je ferais bien pour faire un chemin pour la paix, pour l'amour. Et puis j'ai une amie qui me dit, bah, t'as qu'à faire des free hugs. Je dis, ah oui, des free hugs. Alors, j'ai été voir un tuto sur YouTube pour savoir ce que c'était un free hug. J'ai vu qu'il fallait faire un panneau. Donc, j'ai fait le panneau la nuit avant mon départ pour Compostelle. Et puis, je me suis postée sur la place devant la cathédrale de Saint-Jacques avec mon panneau. Et puis, il y a des gens qui m'ont sauté dans les bras en me faisant des gros câlins. C'était des sourds-muets, figure-toi. Et donc, mes premiers pèlerins embrassés étaient des sourds-muets tout contents de comprendre le message. Puis, j'ai commencé à marcher à rebrousse-poil des pèlerins qui venaient. Donc, j'étais pratiquement seule dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent, qui rentrent de Compostelle. Et ça a été aussi une expérience incroyable. Ça a été peut-être le plus beau chemin, celui où je voulais donner, c'est celui où j'ai le plus reçu. Et cette fois-ci, là, tu l'as fait d'un coup, enfin, en une seule traite. En fait, je faisais toujours on va dire quand même 40 jours, c'est déjà pas mal. Hein. C'est quand même un temps qui permet de traverser plusieurs phases, notamment les petits bobos, etc. Et d'arriver déjà à vivre un chemin. Alors, on pourrait dire que, en fait, quand on part de Belgique, en gros, on devrait mettre 3 mois et demi pour arriver à Compostelle, mais si tu pars d'Espagne, de la frontière, des Pyrénées, tu mets 40 jours, 30 jours. On peut dire d'un coup jusqu'aux Pyrénées, mais voilà, pour moi, c'était un chemin. En fait, je ne suis pas du tout contre le fait que les personnes tronçonnent leur chemin, parce que chaque chemin apporte autre chose, en fait. Et dans chaque cheminement, on peut remettre une intention différente et puis mûrir ça pendant l'année qui suit et puis se remettre en chemin avec avec un petit palier qu'on a franchi. Donc, oui, c'est formidable de pouvoir aller jusque Compostelle, aller-retour à pied, mais de chez moi, c'est 6 mois. Quoi. Donc, oui, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Franchement, si on peut s'offrir ça, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en ayant découpé mon chemin en 6 étés et 7 avec le retour, ça m'a aussi offert à chaque fois une leçon de vie un petit peu plus poussée, quoi, ou quelque chose de nouveau que je pouvais travailler. Une fois, c'était l'instant présent, une fois, c'était le lâcher prise, une fois. Donc, à chaque fois, j'ai vraiment reçu des cadeaux. C'est un peu comme si j'avais fait 7 chemins. Mais voilà, c'est marrant parce que c'était un peu ma question d'après, c'est-à-dire c'était d'abord qu'est-ce qui t'a mis en chemin au départ et après qu'est-ce qui t'a fait continuer, tu vois, donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire sur à chaque fois un nouvel objectif, des choses qui mûrissent entre-temps. De toute façon, une fois que j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Quoi, hein. Et alors, donc, ce qui était un peu compliqué dans mon histoire, bon, à part que j'avais quand même 3 jeunes enfants, une entreprise que je venais de lancer, un jardin, un mari, des poules, un chat, enfin tout ce qui peut t'empêcher de partir. Là, j'ai réussi vraiment à lâcher tout ça et à partir. Et puis, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, je devais y arriver. C'était bon, une fois que je me suis engagée, c'est comme ça. Mais j'avais des gros problèmes de genoux, des genoux vraiment pathologiques qui font des inflammations au bout de 2-3 jours. Donc, c'était au début, pour moi, c'était aussi quelque chose de très difficile parce que le premier médecin que j'ai vu, il m'a juste dit, madame, quand on a des genoux comme ça, on ne fait pas de la marche. De toute façon, au bout de 3 jours, vous devrez rentrer. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, j'étais au milieu de l'Ardenne française, des Ardennes, et j'avais les 2 genoux complètement enflammés. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, je me suis disputée avec l'aubergiste, donc je me suis retrouvée en pleine nuit dans la forêt. Il y avait un orage, en fait, c'était un peu le paroxysme de la galère. Et puis finalement, tout s'est mis. Le lendemain, je suis repartie avec mes genoux comme ci, comme ça. Et je suis arrivée, mais j'avais une grande peur de ne pas arriver. Mais je voulais y aller jusqu'au bout. Et puis petit à petit, ça aussi, ça s'est réglé. En fait, c'est atténué. Ouais. J'ai surtout reçu, en fait, ce qui était formidable, c'est que le cadeau de ces genoux,
c'est que ça m'a obligée à ne plus être dans la performance. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui veut toujours être devant et on y va. Et là, j'ai dû apprendre à être toujours la dernière, la plus lente, que moi, une journée de marche, ce serait 1 heure de marche, 1 heure de pause, que chaque fois que je vois une fontaine, il fallait que je me plonge les genoux dedans pour les rafraîchir. Mais en fait, j'adore ça, moi, l'eau. Donc, en fait, je suis devenue la pèlerine qui batifolait et qui finalement, de cette faiblesse, a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne pouvais pas faire le chemin avec les autres parce que je ne pouvais pas suivre un groupe. Donc, du coup, je me suis trouvée moi et j'ai appris à vraiment sentir ce qui était juste pour moi. Si bien qu'à la fin, j'avais pratiquement plus d'inflammation. Les dernières marches que j'ai faites, j'avais même plus de bâton, j'avais plus de Voltaren, j'avais plus rien. C'était incroyable. Et donc, voilà, est-ce que c'est une guérison miraculeuse? Il y a un peu de ça, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont fait... voilà, j'ai quelqu'un qui m'a fait boire de l'eau dans une source et après, il s'est passé un truc, c'est que l'inflammation elle a disparu d'un coup. Donc, c'est quand même des choses très étonnantes qui arrivent. Mais aussi, voilà, ça m'a appris, moi, à dire... c'est pas une faiblesse, en fait, c'est juste, tu fais avec. Et avec ça, j'ai vraiment découvert cette lenteur, c'est le fait de savourer les choses. Et c'est un cadeau, en fait. Si j'avais eu des bons genoux, j'aurais fait T'aurais tracé. en mode performance et je serais passée à côté des 3/4 des leçons du chemin. Donc, voilà. Donc, merci les genoux. Ouais. Et justement, ça fait écho aussi à quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à justement au lâcher prise sur le chemin. Ça t'amène, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ça, le lâcher prise, t'as parlé aussi tout à l'heure un peu de la peur, de l'appréhension. Donc, comment le chemin il t'a appris à gérer tout ça et à la confiance aussi, c'est-à-dire se dire j'ai mal au genou, j'y vais quand même et puis j'ai confiance dans ce qui va se passer, que je vais trouver des solutions, mon corps va trouver des solutions, le chemin va trouver des solutions. Enfin, voilà, alors, en fait, c'est vraiment ce qui est bien avec le chemin, c'est que c'est une métaphore de la vie, mais très concrète. Moi, je n'intellectualise pas du tout. Par contre, quand c'est dans mes tripes et dans mon vécu, c'est clair. Et donc, très, très concrètement, les premières étapes où tu ne sais pas où tu vas dormir, c'est un peu angoissant. Et sachant en plus que je ne pouvais pas, une fois que mes genoux commençaient à chauffer, faire encore 5-6 km parce que c'était trop, il fallait que j'apprenne aussi à ne pas planifier. Ou en tout cas, quand je planifiais, je me rendais compte que c'était pas ajusté, que soit c'était trop loin, soit que c'était pas juste. Et donc, j'ai très vite compris que je devais apprendre aussi à me laisser porter par le chemin, tout simplement. Et là où j'arriverais le soir, ce serait le bon endroit pour dormir. Et donc, j'ai découvert que le bivouac était quand même un des moyens les plus simples pour pas compliquer la vie, puisque il suffit en gros, un petit coin d'herbe et voilà, on peut se poser où on veut pratiquement. Et je marchais en été, donc c'était assez facile aussi de profiter des belles soirées. Et donc, c'est simplement par le fait d'avancer et de me dire, au plus tu planifies, au plus tu te compliques, au plus tu forces, au moins c'est juste, et au plus tu lâches, et au mieux ça va. Au début, c'était par rapport à l'hébergement principalement que j'avais des peurs, des peurs de ne pas trouver, de ne pas savoir où dormir, où ça s'est petit à petit libéré. Par exemple, au début, je voulais bien bivouaquer, mais il fallait un toit. Ça, c'était un truc où je m'étais mis vraiment une espèce d'obligation de trouver toujours un abri. Et puis, un beau jour, je n'ai pas trouvé d'abri et il faisait noir. J'étais dans un endroit, c'était une montagne, donc il fallait que je m'arrête parce que c'était trop dangereux de marcher la nuit. Je n'ai jamais de lampe en plus, donc j'étais obligée de m'arrêter. Et cette nuit-là, je n'avais pas d'abri et il a plu. Donc, toutes mes peurs se sont matérialisées en un coup. Et puis, le lendemain, j'ai fait sécher mon duvet quand il a fait beau et ce n'était pas si grave. Donc, après, j'ai dépassé cette peur. Donc, à chaque fois, en fait, il y avait des petites choses qui se passaient qui me permettaient d'avancer, de dépasser les petites peurs et d'aller vers plus de lâcher prise. Voilà. La dernière expérience en date était très intéressante, c'était en Suisse cet été. Et en montant au-dessus du col du Grand Saint-Bernard, là j'étais à vélo,
Je suis arrivée en haut, puis je me suis rendu compte que la Suisse, d'une part, c'était un pays mais horriblement cher, hein, et que mon opérateur téléphonique, en plus, me débitait des sommes insensées juste pour le plaisir de je ne sais pas quoi. Donc, j'ai dit, moi, je coupe ce téléphone, et tant pis, je n'ai pas d'argent, je ne m'échangerai pas de francs suisses, et on ira bien comme ça. Et je peux bien traverser la Suisse sans argent et sans téléphone. Et donc, au début, c'était quand même un petit peu stressant. Je me dis, où est-ce que je vais dormir? Donc, j'étais encore un petit peu quand même en train de me dire, il faut peut-être que je sonne à une porte, que je demande, etc. Et en fait, au plus j'avançais, alors il a commencé évidemment à pleuvoir. Bon, voilà, il y a des choses qui sont mises aussi pour que ce ne soit pas facile, hein. Et puis, en fait, à un moment, j'ai accepté que tout était OK. Et que s'il pleuvait, j'irais me réfugier dans une église puisque je n'avais pas de sous pour aller dans un café. Donc, j'attendrais bien dans l'église que ça passe. Et puis, si au bout de 2-3 heures dans l'église, ça ne se passait pas, il fallait bien rouler sous la pluie. Et puis, au final, ce qui est incroyable, c'est que jour après jour, au plus j'acceptais, au plus j'avais rien à demander et des gens venaient à moi. Alors en Suisse, c'est quand même pas banal, parce que c'est quand même pas le peuple le plus ouvert et le plus accueillant d'Europe. Ils sont charmants, mais ils ont absolument pas cette habitude d'aller l'un vers l'autre, quoi. J'ai rencontré un jeune couple qui m'a dit, mais on a vu ça que dans les films ou dans les émissions de télé-réalité. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui voyageaient comme ça et qui cherchaient un toit le soir. Et le dernier jour, c'était tellement incroyable. J'avais émis un vœu comme ça, un peu en riant, hein. J'avais dit, parce que je suis en Suisse, j'aimerais bien rencontrer Mike Horn, qui est un grand aventurier. Et paf, au coin de la rue, je tombe sur Mike Horn, quoi. Donc, Non. vraiment devant sa maison, tu vois. Et et juste après ça, le soir, j'étais vraiment fatiguée. Il y a une dame qui m'a invitée chez elle. Mais elle m'a invitée, elle m'a fait à manger, elle ne voulait pas que je dorme dans son jardin, elle m'a mis un lit, le matin, elle m'a encore fait un petit déjeuner incroyable. Et à midi, je passe devant une maison où il y avait une coquille, donc je m'arrête pour regarder la coquille. Le monsieur me dit, vous voulez visiter? C'est un moulin, je visite le moulin. Et à la sortie de la visite, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai évidemment jamais dit que je voyageais sans argent, hein, il m'a couverte de nourriture. Mais il voulait me donner l'entièreté de son garde-manger. Et je suis ressortie de Suisse avec 3 ou 4 jours de nourriture, quoi. Et donc, c'était fou parce que il y avait vraiment quelque chose qui se libérait et les choses venaient. Alors, on en parle beaucoup, hein, ces trucs d'abondance et tout ça. Mais moi, j'écoute toujours ça un peu curieux. Mais là, j'ai vécu, ça doit être ça, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est incroyable, ça. Et ça, c'est génial. En même temps, c'est pas facile d'arriver à cet état intérieur où tu peux être dans cette acceptation totale de tout ce qui vient et que du coup, ça vient. C'est quand même... alors, le chemin a ça de bien, c'est qu'il permet de faire des expériences, puisqu'il n'y a aucun enjeu. Bon, au pire, j'ai froid, j'ai faim, pendant 4 jours, je ne mourrai pas, quoi. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu. Tu es dans cette disponibilité de te mettre dans une expérience. Tu as envie de faire ça, pourquoi pas, quoi. Ça pourrait être de rester en silence, ça pourrait être de tester des nouvelles choses, comme de la méditation. Mais voilà, et moi j'avais envie de tester ça et j'ai vraiment été comblée. Je trouvais que c'est tellement simple en fait. Et quand on le vit dans la matière, comme ça, dans le fait vraiment on le vit dans ses tripes, quoi, hein. C'était de la vraie nourriture et c'était des vrais lits et des vrais accueils. Et ben ça te donne une foi quelque part très forte, quoi. Voilà. Ça c'est vraiment ce que le chemin m'a apporté. Ce sont des cadeaux comme ça, oui, on peut dire des petites révélations, mais toutes simples, mais qui en même temps sont le signe qu'il y a vraiment des choses derrière qui échappent et qui sont chouettes, quoi. Ouais, c'est super, ouais. Et donc, tu parlais de bivouac justement dans ton chemin de Saint-Jacques, tu as été en bivouac, ouais. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir, donc tu disais qu'au début, tu voulais tout le temps un toit, etc., qu'après, tu as accepté. Je voulais savoir un peu en tant que femme, toi, comment tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui le fait de bivouaquer, de te retrouver, parce que tu voyages toute seule en plus, donc c'était femme seule. Tu bivouaques dehors dans des endroits que tu ne connais pas. Donc, comment tu as abordé ça? Donc, tu disais petit à petit, et comment tu l'abordes encore aujourd'hui?
par rapport à la peur, par rapport aussi au regard des autres aussi un peu. Enfin, il peut y avoir aussi ce côté-là. Et est-ce que pour toi, il y a... c'est une question un peu orientée, hein, mais est-ce que pour toi, il y a une différence, si tu veux, enfin, Entre un homme et une femme entre un homme et une femme qui Mhm. bivouaquent, tu vois? Est-ce qu'en tous les cas, toi, tu le ressens en tant que femme? Alors ça, je vais te répondre. D'abord, juste pour bien préciser, moi, le bivouac, c'est juste le bonheur d'être dans une sensation de liberté complète et de communion complète avec l'endroit où je marche. Donc, en fait, ce qui m'ennuie, en fait, c'est de devoir quitter le chemin pour rentrer dans un lieu clos alors qu'il fait beau. Enfin, je veux dire, de nouveau, on est en juin, juillet ou septembre. Il n'y a rien qui justifie d'avoir une maison. Il n'y a pas besoin de prendre des douches. Il y a des rivières partout, ou des lavoirs, ou des fontaines, ou des points d'eau. Et donc, c'est par plaisir. Hein, je dis bien, moi, le bivouac, c'est juste une façon de rester en chemin jour et nuit. J'adore la sensation de me coucher sur le sol. Alors, en hiver, je le fais aussi plutôt dans les forêts. J'adore aller me faire materner par la forêt, par les arbres. J'aime bien, vraiment. Je me sens en communion avec la terre. Donc, c'est un bonheur. Hein. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais par exploit ou par économie, bien que ça permet, si tu économises sur le bivouac, tu te fais un bon resto, c'est sympa. Donc, voilà. Quand on voyage longtemps, c'est vrai que ça peut avoir un impact, mais c'est plus dans cette idée de communion avec la terre et de totale liberté, puisque je ne suis pas contrainte par des horaires, des gîtes en plus où il y a des règlements. Et moi, le chemin, c'est la liberté. Donc, c'est aussi de pas commencer à devoir obéir au monsieur qui ferme la porte à 22 heures alors que tu es en Espagne et à 22 heures, la vie commence. Quoi. Enfin, moi, ça n'a pas de sens. Et puis le matin, je déteste qu'on me réveille à 6 heures. Moi j'ai envie de dormir le matin. Donc, tu vois, c'était un peu une réaction aussi par rapport au fait que pour moi, le chemin, c'est la liberté et qu'on essaie un peu de me remettre dans des rails. Quoi. Tu dormiras à tel endroit, tu suivras les coquilles comme ça et tu ne peux pas prendre les variantes. Et donc c'est pour ça que je bivouac. C'est pour ma liberté personnelle et par vrai bonheur de rester en communion avec des lieux que je trouve inspirants. Donc, je vais aussi choisir des lieux qui m'inspirent. Donc, je ne vais pas me mettre au bord d'une route ou, bien entendu, jamais dans une ville, même un gros village. Je vais toujours choisir des lieux qui ont quand même qui sont des lieux magiques. Donc, ça va être près d'une petite chapelle isolée, ça va être à la lisière d'un bois, sur un point de vue, plutôt un sommet, toujours face à l'ouest, comme ça, je vois le soleil se coucher, je profite des derniers rayons. Généralement, j'arrive à la nuit, donc mais il y a toujours un peu de lueur du côté ouest. Et puis le matin, tu n'es pas réveillé par le soleil à 6 heures qui vient te faire cuire dans ton sac de couchage. Donc, il y a un point de vue pratique. Bon, je vais toujours aller dans des lieux très discrets, isolés, donc loin des habitations. Voilà, je suis quand même donc j'ai pas envie de devoir rester trop en éveil la nuit. J'ai envie de pouvoir dormir sur mes deux oreilles, ou en tout cas sur une oreille et demie. Donc ça c'est vrai que ma vision du bivouac, c'est aussi, tu arrives à la nuit, tu te coules, tu mets jamais de tente, parce que si tu mets une tente, tu es vu, et toi tu vois pas. Donc pour moi, la tente n'est pas du tout synonyme de sécurité, bien au contraire. Et personne ne sait que tu es là, tu dis jamais à personne où tu dors, même si tu vas boire un verre au café avant et qu'on te demande et vous dormez où? Bon, tu dis n'importe quoi, mais tu dis surtout pas je bivouac derrière l'église, quoi, parce que des fois que quelqu'un parlerait. Et donc l'idée, c'est quand même de ne pas aller se faire bêtement déranger. Ça, c'est ma vision de femme. Et c'est vrai que les seules fois où j'ai eu, parce que bon, à force de faire autant de nuits de bivouac, tu as bien toujours quand même une ou deux fois où ça se passe moins bien. J'avais fait deux erreurs. Une fois, j'ai demandé à un monsieur si je pouvais dormir dans son terrain. Le monsieur, qui était pourtant très âgé, s'est dit chouette, la chair fraîche à disposition là pendant la nuit, donc ça c'était pas très marrant. Ouais. Sortie, hein. Mais bon voilà, j'aurais préféré éviter. Donc là, j'ai fait l'erreur de demander, et ce qu'un homme probablement n'aura pas comme problème. J'ai rencontré des pèlerins qui étaient un peu dans la démarche du bivouac, mais eux, tout au contraire de moi, eux, leur but, c'était la rencontre. Donc, en fait, ils portent une tente en disant, est-ce que je peux venir mettre ma tente chez vous? Ou est-ce que je peux mettre ma tente dans votre village? Et donc, eux, ils disent clairement, voilà, je suis pèlerin, je m'installe. Et voilà, moi, mon expérience n'a pas été super concluante en faisant ça. Je préférais alors, du coup, ne le dire à personne et vivre ma petite nuit tranquille avec la nature autour de moi. Donc, ça, c'est probablement une différence quand même. C'est qu'en tant que femme, c'est pas la peine de tenter le diable. Maintenant,
avec mes cheveux gris et mon âge avancé, je vais peut-être oser, hein. Ça fera peut-être pas. Voilà. Et l'autre erreur que j'ai, enfin, l'autre fois où ça s'est mal passé en bivouac, on était deux. Et donc ça, c'était aussi une fausse illusion de sécurité. J'étais avec mon mari et du coup, on a baissé la garde en fait. On s'est dit bon, du tout. Et on a mis une tente. Et la tente, c'est visible. Et donc là, on a eu un souci, on a été agressé. Donc il y a quand même, voilà, pour moi, il y a quand même une notion de sécurité de base qui est on arrive tard, on ne se montre pas, on dit à personne où on est. Et le matin, on repart voilà, quand le soleil est levé. Et là, il n'y a jamais personne qui passe, quoi. Et même s'il y a quelqu'un qui passe, quand même dans 80% des cas, la personne qui voit quelqu'un qui dort, d'abord elle ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et puis elle va avoir peur de celui qui dort, Oui. à l'inverse. Donc voilà, après le risque, si on parle de risque, est faible, mais je ne suis pas naïve, hein, donc j'ai quand même eu une fois une tentative de viol et une fois une agression sérieuse, donc je sais que voilà. Oui. Voilà. Mais maintenant, je vous rassure aussi, le viol, si tu restes bien emmitouflé dans ton sac de couchage, c'est plus difficile, hein. Ça fait Non, mais protection. ça n'empêche que c'est quand même une agression, je veux dire, même si la chose c'est très, très, l'intention très... elle-même est déjà une agression terrible quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, ça m'a pas... Voilà, la journée d'après, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et quand je suis repassée, parce que comme j'ai fait l'aller-retour, je suis repassée dans le même village, là. Bon, voilà, j'hésitais entre aller casser lui casser la figure. Voilà, mais bon, on va surtout pas retenir ça parce que ça a été des centaines de nuits extraordinaires sous les étoiles, sous des arbres magnifiques, à côté de lieux extraordinaires. Et voilà, si j'avais respecté vraiment les bases de ne pas dire où j'étais et de ne pas mettre de tente, j'aurais jamais rien eu comme problème. Donc, voilà. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Je dirais que vraiment, voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est que nos peurs, c'est juste des freins. Tout le temps où j'avais peur que mes genoux m'empêchent d'arriver, j'avais mal aux genoux, quoi. Quand j'ai lâché ces peurs-là, que ça a été. Quand j'avais peur de manquer de nourriture, j'avais faim. Et quand en Suisse, j'ai lâché cette peur d'avoir faim, j'étais couverte de nourriture. Donc, les peurs, c'est vraiment ce qui nous empêche de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, voilà, avoir peur de l'agression, c'est la pire des choses parce qu'on ne va jamais s'autoriser à être là-dedans. Mais le fait d'avoir une appréhension quand on dort seul la nuit, les premières fois, c'est une réalité. Moi-même, j'avais quand même un peu les chocottes. Hein. C'est pas naturel d'être seul au milieu des éléments, les bruits de la nuit. Et en fait, là, on accepte ça, on reçoit cette information. Et puis, voilà, on se remet dans l'instant présent. Et il y a moyen de vraiment dépasser ça en se disant bon, j'arrête de me projeter dans le fait qu'il y a un sanglier qui t'a passé dessus, j'arrête de me remettre dans mes mauvais souvenirs de la fois où le gars était venu. Non, je suis là maintenant ici et en fait je suis bien là, mon cœur sous les étoiles et sous un bel arbre voilà. Et dans l'instant présent, la peur n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Et maintenant aussi, parfois, je vais dans le bois, même en hiver, mais par moment, tout d'un coup, je me dis, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais là au milieu des bois, t'imagines? Puis, j'arrête le mental et je reviens là où je suis maintenant. Et mais non, allez, je suis bien là, je suis entourée d'arbres, je suis en sécurité, je suis dans ma sécurité intérieure, en tout cas. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau, le bivouac, vraiment. C'est un luxe, en fait. C'est le plus grand luxe. Ce contact avec la nature là que tu interromps pas du tout. Voilà. Ouais, c'est vraiment fort. Et donc dans tes chemins, tu as suivi des pèlerinages, des chemins de pèlerinage. Donc tu as été à Rome aussi, enfin donc tu as parlé pas mal de Saint-Jacques de Compostelle, tu as été à Rome, tu as été à Assise aussi. Oui. Et tu as fait, alors je ne sais pas si quand tu étais en vélo, c'était un pèlerinage aussi, tu étais sur le pèlerinage de Rome. C'est une bonne question. Je peux dire que oui, parce que vraiment, ça a été un chemin très difficile où j'ai dû aussi aller dépasser vraiment mes limites et creuser dans tout ce que j'avais dans les tripes. Donc, le chemin vers Rome, c'était à vélo. J'étais au Mont-Saint-Michel aussi. Ah oui, un chemin qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'était un ancien chemin initiatique celte, paraît-il.
Après, on n'a pas des traces écrites, hein, mais qui part du Mont Saint-Odile en Alsace et qui va jusqu'au Mont Saint-Michel, tout droit, suivant vraiment un méridien, et qui passe par Chartres. Et qui passe également par tous des anciens lieux de culte, des mégalithes, des sources. Voilà. Et en fait, le fait de suivre comme ça des anciens chemins qui ont été parcourus, qui avaient des vertus initiatiques, qui avaient probablement une énergie dans le sol, du tellurisme. De nouveau, je n'ai pas la chance de maîtriser ces notions-là, mais je peux les ressentir quand même, un petit peu en tout cas. Et ben, en fait, oui, ce sont des chemins de transformation. Et je l'ai surtout compris quand j'étais pas sur des chemins comme ça. Ouais. C'est arrivé, hein, donc avec C'était un peu ça ma question justement. C'était pour toi, est-ce que tu sens la différence justement quand tu es sur des chemins comme ça, des chemins historiques, soit des pèlerinages religieux, soit des chemins encore plus anciens, tu as parlé des chemins celtiques, ou des chemins plus classiques, on va dire, de GR, je ne sais pas, par exemple, Tour du Mont Blanc ou Tour... Je n'oserais pas m'aventurer dans des GR aussi compliqués, mais de fait, tu as tout à fait raison. En fait, ça m'est déjà arrivé de m'éloigner ou de m'écarter d'un chemin. Et en fait, quand je suis sur le chemin, il y a une attraction, mais finalement, tu ne la ressens pas parce que tu es tout le temps dans ce flot. Mais à partir du moment où je m'écartais, tout d'un coup, paf, c'était vide. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. J'avais plus d'énergie. J'étais vraiment en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous au milieu de la Beauce, là, en plein été, mais tu serais quand même mieux dans la forêt ou au bord de la plage, ou je sais pas. Et donc, dès qu'en fait je m'écartais, il y avait une perte de sens, il y avait une perte d'énergie, et il suffisait que je me remettais sur la bonne ligne, et ça revenait. Et je l'ai expérimenté 3-4 fois, cette expérience-là. Après Rocamadour aussi, je me suis fourvoyée sur des chemins qui n'étaient plus du tout des chemins... alors, je ne sais pas dire des chemins quoi, mais des chemins, en tout cas, qui, moi, ne me portaient plus. Et quand je suis revenue sur le GR65 à Moissac, tout d'un coup, oh là là, ça y est, je suis de nouveau en contact avec cette magie. Est-ce que c'est la petite poudre de fée que chaque pèlerin, chaque pèlerine laisse derrière lui? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans le sol? Alors, sûrement un mélange de tout. Un mélange de tout ça, ouais. Oui, ces chemins-là ont du sens. Alors, par exemple, il y a des chemins. Le chemin vers Assise m'a beaucoup parlé en Italie quand on passait sur les traces de Saint-François. Mais là, par contre, le chemin lui-même n'a pas été fréquenté. Il n'y a pas eu de pèlerinage vers Saint-François. Donc, le chemin me parlait moins, mais les lieux me parlaient beaucoup. Les lieux étaient imprégnés aussi de la présence de Saint-François, ou en tout cas, lui, il était balèze, parce qu'il trouvait quand même des lieux qui étaient vraiment inspirants. Mais justement, voilà, je n'aime pas de critiquer un chemin, mais le chemin dit d'Assise qui part de Vézelay, pour moi, ne me parlait pas du tout. C'était juste des GR. Moi, je n'ai pas trouvé de sens à ce chemin. Alors, comme je suis un peu obstinée, je l'ai quand même suivi, mais je me suis dit, non, ça, ce n'était pas une bonne idée, quoi. J'aurais dû écouter mieux mon ressenti et dire, écoute, Sylvie, tu t'es trompée, c'est pas grave, fais autre chose. Maintenant, je m'écouterai parce que... Voilà. Mais oui, et ça, c'est une sensation que je peux vraiment ressentir. Je suis sur le chemin, c'est juste parfait, mais c'est surtout quand je m'en écarte que je sens que je suis sur un chemin de pèlerinage. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant ça. Ouais. Je regarde un peu si j'avais d'autres choses que j'avais envie de te demander. Je peux peut-être te parler de mon expérience de retour de Saint-Jacques là, avec les Free Hugs, parce que ça a été... Ah oui, justement, c'est ça qui m'intéressait, parce que justement, sur ce côté, les autres, voilà, tu vois, le contact avec les autres, est-ce que les autres amènent aussi sur le chemin et t'amènent, enfin, ouais. Tu as tout à fait raison, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai fait donc les 6 années de cheminement que j'ai parcouru jusque Compostelle, j'étais une véritable autiste. Je voulais voir aucun pèlerin, j'étais dans mon truc, là, il fallait que j'aille à Saint-Jacques, et en fait, je me suis vraiment coupée des autres. Probablement, voilà, c'était comme ça que je devais le vivre. Et au retour, je me suis dit, mais là, j'ai envie non seulement de rendre ce que j'ai reçu, mais fatalement, comme je marchais à contre-courant de tous les pèlerins, là, j'allais vraiment dans la rencontre. Alors, rencontre
brève, mais parfois extrêmement intense. Et en plus, je parle 5 langues, donc j'ai vraiment beaucoup de facilité à aller vers les autres, moi. Et je ne sais pas pourquoi, l'aller vers Saint-Jacques, je n'avais pas du tout tissé de lien. Il y a des gens qui disent « Oh, mais on se fait des amis pour la vie ». Moi, à part deux pèlerines vraiment avec qui je suis restée en contact, que j'avais rencontrées au fond de la France, je n'ai pas eu voilà, cet effet de groupe. Je voulais vraiment vivre mon chemin aussi sans me laisser influencer par le groupe. Moi, j'avais un peu peur de ça, en fait, de quitter mon propre chemin pour suivre un groupe. Mais alors, au retour, par contre, là, j'ai voulu donner. Et en fait, ce que j'ai fait donc, avec ces free hugs, c'était juste d'embrasser les gens, d'essayer de connecter quelque chose qui est d'ordre de l'agapé, quoi, hein, de l'amour universel qu'on peut donner tous et toutes. Et en fait, au plus j'avançais, au plus ça devenait facile d'aimer ou de donner. Et au plus, j'avais vraiment l'impression que ça venait d'ailleurs, quoi. Moi, j'étais un peu un canal. Et donc, j'aimais beaucoup, justement, on parlait de Saint François, cette prière où il dit « Fais de moi un instrument de ta paix, et là où est la haine, que je porte l'amour, etc. » Et qui dit que ce soit pas moi qui cherche à être compris, mais que je cherche à comprendre, que je ne cherche pas à aimer, mais à aimer. Et c'est comme ça qu'on reçoit tout, en fait. Et cette prière, prière, le mot n'est peut-être pas juste, mais ce texte est tellement juste, quoi. Moi, je l'ai vraiment incarné et ressenti, et j'ai reçu tout. En fait, en donnant, j'ai reçu tout. Alors parfois, je prenais beaucoup de râteaux, c'était pas toujours facile. Donc j'ai dû aussi apprendre à mettre mon ego de côté. Donc au début, c'était pas tout zen. Hein. Il y a des fois où je râlais, enfin, pour qui se prend celui-là Est-ce que c'est toi qui allais vers les gens, en fait? Ah oui, moi je leur sautais dessus littéralement avec mon panneau. Vous voulez un câlin? J'avais suivi un tuto YouTube, mais je crois que je ne respectais pas trop la procédure. Donc, je voyais un pèlerin arriver, j'essayais de deviner quelle langue il parlait. Et puis, je lui disais free hug dans sa langue. Et puis, voilà. Soit il me sautait dans les bras, soit il me regardait bizarrement, ou il disait non, écoutez, vous êtes pleine de puces, certainement, passez votre chemin. Et c'était encore avant le Covid, donc... Et c'était avant le Covid, on va pouvoir recommencer, maintenant ça va être bien. Je vais aller faire des câlins. Mais du coup, j'ai appris aussi à bénir les gens qui ne voulaient pas de ce câlin, en fait, parce que j'étais là pour eux aussi. Enfin, quelque part, moi, je me donnais cette expérience de nouveau de dire, tiens, essaye de vivre 40 jours où tu fais que donner de l'amour et vois ce que ça fait. Et en fait, ça aussi, c'était une expérience... mais inouïe, vraiment inouïe, parce que je recevais beaucoup, beaucoup plus que ce que je donnais. Et voilà, et ce chemin-là m'a apporté vraiment des révélations sur, allez, je veux dire, enfin voilà, quoi, le paradis pour moi, c'est ça, quoi. C'est le bonheur total, c'est ça, en fait, c'est de ne plus avoir rien d'autre à faire que donner de l'amour. C'est pas évident de se mettre dans cette disponibilité-là dans le monde normal, mais quand tu es sur le chemin, bah, tu peux t'offrir une expérience comme ça, et c'est waouh, quoi. Donc, finalement, c'est très simple. Hein. Prends le panneau, tu fais free hug et, et puis tu recommences. Voilà. Enfin, ça paraît un peu simpliste, mais moi, ce que j'ai vécu à l'intérieur, c'était vraiment moi, je pense que c'est pas si simpliste que ça, parce que il y a quand même le fait de oser aller vers les gens comme ça, et c'est pas facile. Et puis, comme tu dis aussi, d'accepter aussi ceux qui n'ont pas envie de ça, et de les aimer aussi malgré ça, ou grâce à ça, enfin, avec ça en tous les cas. Oui. Et c'est du coup, là, tu touches vraiment cet amour inconditionnel. Parce que du coup, tu ne vas pas que aimer les gens qui t'aiment en retour, tu vas aimer tous, même ceux qui refusent. Donc, ouais, c'est une expérience magnifique. C'était incroyable. Et alors, j'ai eu des rencontres comme ça. Donc, en 5 minutes, il y a des liens qui se sont tissés et qui sont toujours là aujourd'hui. Et encore là, dans les rues d'une ville en Italie, alors que j'étais sur mon vélo avec mon casque, il y a une pèlerine qui m'a reconnue. Elle me dit vous m'avez fait un câlin en 2015, en juillet, à tel endroit, quoi. Et on était en Italie 6 ou 7 ans plus tard, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, il y a des choses qui sont nouées là. Et là, je me suis vraiment aussi réconciliée avec le fait que je pouvais être en lien avec les gens, que je n'étais pas juste, voilà, qu'on était tous liés et qu'il y a quelque chose là.
Mais finalement, je trouve ça intéressant aussi dans le timing, parce que c'est vrai que pour pouvoir donner de l'amour, il faut d'abord s'en apporter à soi et il faut d'abord s'écouter pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Et donc, tu as vraiment respecté ce cheminement-là, c'est-à-dire d'abord, tu n'étais que toi dans ta bulle et dans ton chemin. Et une fois que tu as eu ce que tu t'es rempli, et ben, tu as pu donner. Et c'est ouais, c'est une belle image finalement de la vie aussi. Tout à fait. Alors, tu vois, là, on s'éloigne vraiment de la marche. Hein, Oui, c'est vrai. Mais... Et aussi, je faisais toujours rire les gens qui me demandaient tu marches combien de kilomètres et tout, parce qu'en faisant des câlins, ma moyenne était de 500 mètres à l'heure. Donc, en 2 heures, j'avais fait 4 kilomètres. Donc, souvent, il était midi et je regardais les panneaux routiers, tu vois. Je me dis, ah oui, je suis à 2 kilomètres de mon point de départ. Ouais, il y a 4 heures que je marche. Donc, heureusement, je marchais aussi l'après-midi où il y avait un peu moins de pèlerins. Et donc là, on est absolument aux antipodes de la marche de la performance, de la marche. Ah oui, ça n'a plus aucun sens parce que bon, même on va te dire un marcheur, il ne faut pas s'arrêter. Moi, je m'arrêtais tout le temps. Donc, voilà. Donc la marche m'a permis, le cheminement m'a permis de vivre tout ça parce que je pense que c'est aussi dans le mouvement que tout ça peut venir. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus simple d'expérimenter des choses en se mettant en mouvement. Parce que ben voilà, tu chemines, tu progresses, et donc les choses vont venir différemment. Les pieds ils vont t'aiguiller vers ce que tu dois faire. Si tu dois te perdre, tu te perds, mais c'est parce que voilà, tu tournes en rond peut-être dans ta tête aussi, ou voilà, tu dois rencontrer telle expérience désagréable. Et donc la marche permet ça, mais c'est vraiment un véhicule, quoi. Pour moi, la marche, c'est juste le moyen, mais vraiment pas la fin, quoi. Bon, moi, je crois que j'avais plus de questions que j'avais déjà un notées. beau tour de On a déjà bien. la question. Je jette un œil sur mes notes. Si tu veux, on peut. Oui, peut-être quelque chose par rapport. Alors, on a un peu évoqué sur le pèlerinage, mais par rapport à la spiritualité, je ne sais pas si tu. Voilà. Bon, à part, voilà, ce que je t'ai dit, c'était mes expériences d'apprendre le lâcher prise, qui vraiment me faisait contacter des choses voilà, qui nous dépassent, ou voilà, cette expérience des câlins qui m'a vraiment fait toucher à cette dimension d'amour universel. Je pense que voilà, c'est une spiritualité qui est très dans mes tripes, quoi. Le fait d'aller dans des lieux où vraiment je me sens très bien maternée, entourée, sur des chemins qui portent quelque chose. Moi, ça m'a fait prendre conscience du subtil qui nous dépasse, mais après, je ne sais pas l'expliquer. Je suis vraiment en cheminement. Et je pense que là, maintenant, même si je marche moins des longues distances, je chemine beaucoup, beaucoup, je me questionne beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça incroyable, d'ailleurs, de pouvoir avoir la chance aujourd'hui de pouvoir se questionner et de cheminer spirituellement. Mais je suis une débutante, je suis une chercheuse, quoi. Je pense qu'on est tous, on est tous des chercheurs sur le chemin de notre vérité. Je pense que, ouais. Et donc aujourd'hui, tu parlais en introduction que ce qui t'animait aujourd'hui, c'était de transmettre. De transmettre ce que le chemin t'a apporté, ce que tu as appris aussi. Donc aujourd'hui, on peut te retrouver. Pardon? Très modestement, parce que en fait, ce que je voudrais juste, c'est que les gens se disent ben pas tard, si une femme qui a un bébé qu'elle allait, qui a 2 enfants ou 3 enfants, qui a une entreprise, qui a des mauvais genoux, se permet comme ça ou parvient à partir quand même, alors que c'est pas le moment. C'est sûr que ce serait plus simple à la retraite ou en faisant, je sais pas, une démarche à un autre moment de sa vie. Bon, je me dis toujours, ben voilà, si moi je l'ai pu le faire, peut-être que je peux déjà dire à d'autres, c'est faisable, quoi. Et c'est important de suivre cet appel, en fait. Pour moi, l'appel était fort, donc j'ai pu le suivre. Ce que je vivais était quand même balèze aussi. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, ce qui me plaît, c'est pas de guider ou de dire des méthodes de chemin, mais c'est juste de prendre peut-être
des pèlerines ou des pèlerins qui hésitent par la main, leur dire, allez, venez, on va aller faire un petit tour sur le cheval. Là, je vais vous montrer 3-4 coquilles. Vous voyez, il suffit de suivre la suivante. Allez, maintenant, en route, quoi. Mettez-vous en chemin. Vous voyez, vous l'avez fait, ce premier pas. Voilà, c'était le plus difficile. Maintenant, allez-y, partez. Et donc, ça se fait au travers de petites rencontres que j'appelle les pots du pèlerin, où là, simplement, je vais dans un lieu, je dis, voilà, tel jour, telle heure, on se retrouve là, si c'est un café ou si c'est au milieu des bois. Et puis, la magie des rencontres fera qu'il y aura des anciens pèlerins, des nouveaux, ils vont se passer le mot. Et moi, je laisse faire, en fait. Je ne veux surtout pas être celle qui dit ce qu'il faut faire parce que vraiment, je n'ai aucune légitimité. Mais j'aime bien rassembler. J'aime bien rassembler les personnes autour de petites journées d'initiation au chemin. Mais encore une fois, c'est les personnes qui vont s'initier l'une l'autre. C'est pas moi qui vais apporter quelque chose. Je pense qu'on a tous plein de choses à apporter aux autres. Et une passeuse. Oui, et ce que j'adore aussi, c'est de rassembler les gens, de voir des liens qui se tissent. Parce que ce qui est beau aussi dans cette communauté de pèlerins, mais voilà, ici dans le cadre du chemin, c'est qu'au départ de ce point commun qu'ils ont, ça va rassembler des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens de milieux sociaux, mais complètement différents, du vagabond au chef d'entreprise. Et en fait, que toutes ces personnes directement enlèvent leurs couches et leurs habits et deviennent des âmes qui se parlent, quoi, et qui vibrent sur cette même fréquence de le chemin nous appelle. Et ça, je trouve, voilà, le chemin de Saint-Jacques a été un beau prétexte pour permettre des rencontres improbables. Et si moi, je peux contribuer à ça, j'adore voir se tisser des liens entre les gens. En fait. Ça qui me fait le plus vibrer. Et on peut te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube aussi où tu as des petites vidéos, des tutos aussi un peu, sur des petits conseils que tu donnes justement pour bivouaquer, faire un feu, des choses comme ça. Il y a des petits conseils pratiques qui voilà, des petits conseils valent, parce que je pense que je suis quand même pas une experte en allumage de feu. Méfiez-vous. Mais j'aime bien En fait, ce que j'adore, c'est quand les gens me disent, tu sais, tes vidéos, on s'en fiche complètement de ce que tu regardes, mais quand on les regarde après, on a la pêche. On trouve que tu souris et ça nous fait du bien. Donc, si ça peut faire du bien, moi, je suis déjà ravie et j'essaierai de pas trop raconter de bêtises. Mais voilà, si je peux un peu transmettre la joie que j'ai reçue, parce que cette joie, elle vient de tous les cadeaux que j'ai reçus sur ce chemin, voilà, c'est déjà un beau point. Et alors, j'ai envie de te proposer de terminer avec le mot de la fin, quelque chose qui te paraît peut-être la chose la plus importante que tu as envie de transmettre là pour terminer notre entretien. Ouais, j'ai envie de dire à celles et à ceux qui sentent cet appel, mais vraiment de le suivre maintenant, de ne pas attendre, voilà, de se mettre en chemin en faisant peut-être ce premier pas qui peut être très symbolique, qui peut être d'acheter une crédentiale ou devenir un pot du pèlerin ou d'ouvrir une page Facebook qui va raconter son cheminement, mais de dire, voilà, j'attends pas, j'écoute cet appel et je ne perds pas de temps dans ma vie. Là, si c'est maintenant que je dois y aller, même si ça a l'air d'être vraiment pas du tout adapté dans la matière, mais ça va se faire. Mais de se faire confiance à cette voix qui vous appelle, parce que la vie est courte. Et moi, je regrette vraiment pas d'avoir pris le chemin le lendemain du jour où j'ai eu l'appel, parce que peut-être après, ça aurait plus été possible de réaliser ça. Donc, voilà. Et donc, voilà, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est OK, bien sûr, il y a des peurs. OK, bien sûr, il y a des freins matériels. Oui, mais en fait, voilà. Sauter le plongeoir quand même, et parce que ce qui compte, c'est d'abord de suivre votre chemin de vie, quoi. Voilà, la vie est courte et si le chemin vous appelle, il faut y aller. Merci, vraiment un grand merci Sylvie pour tous tes partages, toute ta belle énergie. Merci Hélène. Tout ce que tu as vécu et que tu nous transmets, que tu nous as transmis. Et au plaisir de se revoir, de se rencontrer en vrai. Ah oui. Avec grande joie, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, voilà, bon chemin physique ou spirituel. Beau chemin, belle marche vers vous-même. Merci Sylvie.